Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle édition. Nous sommes le lundi 29 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous recevrons Marjorie Crovetto, l'adjoint au maire qui a participé à la 72e réunion du bureau du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Nous avons enregistré cette séquence dans l'après-midi. Marjorie Crovetto nous a donné une information en exclusivité concernant les prochaines élections communales de 2027. Restez avec nous. Retour sur la traditionnelle remise de casques aux 9 nouveaux militaires qui rejoignent le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. L'Académie de la mer a officiellement ouvert les portes de sa session d'été 2026, baptisée la promotion Sainte-Dévote. Après un tournoi de rugby à 7 en Croatie et en Moldavie, la sélection monégasque termine cette saison à la 4e place de la 2e division européenne. Nous serons avec le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantès. Clap de fin pour la semaine Philo Monaco, avec comme dernière thématique le désir d'aventure. Et clap de fin également pour la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, vendredi soir à l'Opéra Garnier, entre musique classique et musique traditionnelle d'Europe de l'Est. Dans le cadre de la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, nous en avons parlé largement la semaine dernière, la principauté a accueilli jeudi dernier la 72e réunion du bureau du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Ce rendez-vous a été organisé par le secrétariat général de la mairie. Parmi les nombreux intervenants, Marjorie Crovetto, deuxième adjointe au maire, que nous recevons ce soir. Elle va nous parler de cet événement, mais également de ses ambitions concernant les prochaines élections communales. Écoutez jusqu'à la fin, voici son entretien. Marjorie Crovetto, bonsoir. Bonsoir. Quels ont été les principaux enseignements que vous avez retirés de cette session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux ? Alors en fait, la réunion du Congrès était vraiment une réunion de travail du bureau, donc une réunion qui s'est tenue à huis clos. Mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de pouvoir accompagner monsieur le Conseil de gouvernement, ministre pour l'Intérieur, et monsieur le maire lors de leur allocution de bienvenue. Et celle-ci s'est terminée par des échanges qui étaient vraiment très intéressants. Donc j'ai vraiment apprécié le vif intérêt qui était porté à Monaco, à son fonctionnement. Donc c'était très riche. Et également, il y avait une très belle image qui était portée par nos collaborateurs européens. Donc c'était très positif. Et en fait, on s'est rendu compte que quelle que soit la taille, nos différences de taille, en fait, tout le monde est confronté aux mêmes défis, que ce soit, par exemple, la protection des enfants, le respect des droits des femmes, le changement climatique, la mobilité, pour n'en citer que quelques-uns. Et le Congrès met régulièrement l'accent sur la participation citoyenne. Quelles initiatives pourraient être développées à Monaco pour renforcer l'implication des habitants dans la vie locale ? Alors la participation citoyenne à Monaco, c'est déjà une réalité puisque les résidents s'investissent vraiment dans la vie quotidienne de la principauté. Donc on le voit dans le milieu associatif, dans le social, dans le culturel, la participation de la vie publique en général. Et c'est vrai que le Congrès met vraiment l'accent sur davantage de dialogue avec les résidents. Et je peux dire qu'à Monaco, en fait, on a quand même un avantage, c'est notre petite taille, puisqu'elle permet vraiment une véritable proximité entre les élus et la population. Et je crois que l'enjeu, c'est vraiment de préserver cette proximité et éventuellement de la développer. Alors par exemple, cela peut passer par une consultation de la population sur des sujets qui peuvent l'intéresser particulièrement. Alors un peu comme l'a fait la mairie lorsqu'on a lancé la consultation avant la rénovation du marché de la Condamine, on a souhaité quand même s'adresser à la population monégasque pour connaître vraiment leurs attentes. Et en tant que représentante de Monaco au sein des instances européennes, comment faites-vous entendre la voix d'une ville-État de 2 km² face à des collectivités beaucoup plus importantes ? Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que Monaco a ratifié la Charte européenne de l'autonomie locale en 2013. Et vraiment, ce texte ne fait pas de distinction entre les États en fonction de leur taille, ni du nombre de leurs communes. Donc je rappelle que Monaco, c'est vraiment le plus petit des plus petits États européens. Et nous sommes les seuls à avoir une seule commune. Donc d'ailleurs, j'avais participé à un rapport en tant que rapporteur qui était vraiment très intéressant sur l'application de la charte européenne dans les plus petits États. Et c'est vraiment ces rapports qui permettent d'échanger avec nos collègues européens et aussi de faire découvrir la réalité monégasque qui a quand même ses spécificités. Et ça nous permet aussi d'échanger nos bonnes pratiques. Et d'ailleurs, nous avons collaboré vraiment Monaco à l'élaboration d'un manuel des droits de l'homme et l'environnement qui reprend vraiment de bonnes actions de la mairie en faveur de l'environnement. Donc c'était très intéressant. Et vous participez au Congrès des pouvoirs locaux depuis 2011. Est-ce que ça a enrichi la façon dont vous envisagez votre mandat d'élu communal ? Alors oui, c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante. Donc d'ailleurs, quand on siège au Congrès, donc dans l'hémicycle, j'avoue qu'on ressent une jolie émotion. Mais c'est aussi une façon de prendre du recul, donc d'échanger bien sûr avec des élus de toute l'Europe et de découvrir un petit peu des nouvelles idées.
Et j'avoue, c'est ce qui compte vraiment pour moi après, c'est de revenir à Monaco et de transformer ces échanges en actions concrètes, donc toujours pour améliorer la qualité de vie des Monégasques et des résidents. Et je pense que c'est vraiment là que je trouve le sens de mon engagement et c'est ce qui me donne vraiment envie de m'investir encore davantage. Et puisque l'on parle de mandat d'élu, on le sait, Georges Marsan a annoncé ne pas briguer de nouveaux mandats de maire en avril 2027. Alors je me lance, je ne sais pas si vous allez me répondre ou si vous allez botter en touche, mais est-ce que, comme vous vous impliquez davantage, ça signifie que vous serez peut-être candidate pour lui succéder ? Alors Fabien, merci pour votre question. Ouais. Et oui, donc je vais y répondre. Effectivement, je me prépare depuis de nombreux mois maintenant et je peux vous confirmer qu'effectivement, je conduirai bien la liste d'évolution communale aux prochaines élections 2027 et je souhaite bien sûr m'adresser aussi à la rentrée, donc après l'été, aux Monégasques pour leur faire part vraiment de mes intentions de conduire cette liste. Alors je ne vous lâche pas comme ça, vous avez déjà même si vous ne donnez pas la liste, mais vous avez déjà une liste en tête, vous avez une suite en tête ? Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on travaille vraiment sur de nouveaux projets, des projets d'avenir, avec une liste renouvelée et enrichie vraiment de nouveaux profils. Et je peux vous dire qu'ils sont très investis et j'en suis vraiment très très fière. Écoutez, j'ai l'impression que c'est un scoop sur Monaco Info. Merci beaucoup de nous avoir fait cette primeur, Marjorie. Avec plaisir et merci pour votre invitation. Vous venez de l'entendre, Marjorie Crovetto vient de se déclarer sur notre antenne candidate aux élections communales dans moins d'un an, en avril prochain. On change de sujet, ambiance cérémoniale ce matin sur la place du Campanin. Comme chaque année, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco forme de nouvelles recrues pour renforcer ses centres de secours. Cette année, 9 nouveaux militaires rejoignent les rangs. Ils recevaient leur casque ce matin après 4 mois de formation. Reportage signé Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Les sapeurs-pompiers de Monaco recrutent. Le corps renforce ses capacités en termes d'effectifs et de technique. Cette année, 9 nouvelles recrues rejoignent les rangs. Pour marquer officiellement leur intégration au corps, ils reçoivent leur casque d'intervention. C'est une mission très noble qu'on nous donne, servir la principauté, ça reste quand même un lieu d'excellence et exceptionnel. Donc beaucoup de poids sur les épaules, il va falloir y aller. On est content et on va pouvoir reprendre pour la plupart notre service parce qu'on était déjà pompiers avant. Donc on va pouvoir remettre les mains dans l'opérationnel et on est vraiment content. Avant la perception de leur casque, les nouvelles recrues ont suivi une formation initiale. 4 mois de transmission riche et intense. Il y a la transmission qu'on a pu recevoir de nos anciens sur le partage et l'expérience. Et après aussi les spécificités, toute la partie opérationnelle et technique qu'on a ici et qui est quand même particulière à Monaco. Et aujourd'hui, on voit le fruit du résultat. Le corps des sapeurs-pompiers de Monaco, ce sont plus de 10 000 interventions réalisées par an. Dès demain, les 9 jeunes recrues seront opérationnels sur le terrain. C'est un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier maritime et académique de la Principauté. L'Académie de la mer a officiellement ouvert les portes de sa session d'été 2026, baptisée Promotion Sainte-Dévote, ce matin au Méridien Beach Plaza. Une édition placée sous le signe de l'engagement, de la francophonie et d'une sensibilité nouvelle portée vers le vivant. Plus de détails avec Christina Petit-Thomel et Arnaud Imbert. Auditeurs, experts, chercheurs et décideurs se sont rassemblés aujourd'hui au Méridien pour donner le coup d'envoi de la nouvelle session de l'Académie de la mer, la promotion Sainte-Dévote. Une édition qui s'annonce particulièrement dense au programme gouvernance des océans, droit de la mer, sécurité maritime, mais aussi les oiseaux marins et les Balkans, des thématiques inédites qui seront cette année au cœur des réflexions. 2 fenêtres ouvertes sur la biodiversité marine et sur une région trop souvent oubliée, des grandes conversations océaniques, les enjeux de la mer étant considérables. Il y a l'enjeu environnemental et les mesures que doit mettre en œuvre la communauté internationale, mais aussi les États, mais aussi chacun de nous, pour tenter de limiter un maximum la pollution par hélas, les diverses voies, que ce soit les plastiques, que ce soit les acides, que ce soit bien d'autres causes, les maux AUX de la mer. Et puis le deuxième enjeu tient aussi à tout ce qui est le transport maritime, puisque tout ce que vous consommez, la plupart des biens que vous consommez sont transportés par la mer, et avec toutes les difficultés qui sont liées au conflit. Alors on parle beaucoup du conflit au Moyen-Orient et en Ukraine, mais il y en a bien d'autres qui peuvent aussi générer des tensions maritimes. Il est important, oui, d'agir sur les esprits. C'est un peu notre ambition depuis le début. Nous avons créé l'Académie de la mer à cette fin, pour agir sur les esprits, de manière à démontrer, à décortiquer, si je puis dire, le caractère fondamentalement imbriqué
de tous ces phénomènes. Des phénomènes comme par exemple l'érosion du littoral, ce qu'on appelle le retrait du trait de côte, eh bien, peuvent générer des problèmes politiques et des problèmes de sécurité substantiels. Cette session marque aussi un tournant institutionnel majeur pour l'Académie de la mer, puisqu'elle rejoint officiellement le réseau de l'Agence universitaire de la francophonie, une organisation qui fédère plus de 1000 établissements d'enseignement supérieur et de recherche à travers le monde francophone. Nous sommes très fiers de l'avoir parce que d'abord c'est une académie qui a une belle histoire, qui représente aussi très bien Monaco et qui s'occupe d'un sujet qui est aujourd'hui vraiment d'actualité. On parle beaucoup de développement durable, on sait la place de la mer et des océans dans cette question de développement durable. Aujourd'hui on a beaucoup d'expertise en le domaine, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir de plus en plus de mobilisation de l'expertise francophone un peu partout dans le monde sur la question de la mer pour ne pas être dépassé par les événements. Nous sommes en train de réfléchir pourquoi on n'arrive pas à atteindre les objectifs des ODD qui ont été fixés depuis des années pour 2030. Maintenant, tous les indicateurs, toutes les études montrent qu'on ne va pas les atteindre. Sauf qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à les atteindre. Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Est-ce que c'est un problème de volonté politique? Ou est-ce que c'est un problème plus technique? Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est un problème de vision aussi ou de méthode pour arriver à atteindre ces ODD? Et donc, quand on crée un réseau scientifique de réflexion dans le cadre d'une politique de diplomatie scientifique, c'est de leur dire, donnez-nous des raisons de comprendre, de donner des éléments de réponse aux décideurs politiques. Les décideurs politiques aujourd'hui sont convaincus sur la nécessité de prendre des décisions importantes sur le développement durable en général et le développement bleu en particulier. Sauf qu'ils n'ont pas forcément la solution ou la bonne méthode. Une session riche donc qui conjugue grands enjeux maritimes et regards nouveaux. Parmi les thématiques inédites de cette édition, vous l'aurez donc compris, les oiseaux marins, véritables indicateurs de la santé de nos océans qui feront l'objet d'une attention particulière. Quant aux Balkans, cette région adriatique aux enjeux portuaires et géopolitiques souvent méconnus, elle s'invite également pour la première fois dans les débats de l'Académie. La promotion Sainte-Dévote poursuivra ses travaux tout au long de l'été. La saison de rugby à 7 s'est achevée hier pour la sélection monégasque après une deuxième place au tournoi de Makarska en Croatie. Monaco a accroché la 5e place à Chisinau en Moldavie ce week-end. Tout juste promu en Trophy Series cette année, les Monégasques ont impressionné. On reçoit ce soir le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantès. Bonsoir Thierry. Bonsoir Fabien. La sélection monégasque de rugby à 7 termine cette saison à la 4e place de la 2e division européenne. C'est une magnifique performance dont vous êtes fier, j'imagine. Oui, tout à fait. On est vraiment très très fiers de cette performance parce que c'est évidemment le résultat d'un long travail, de longs mois de travail avec notamment Gaëtan Boissard, préparateur physique de l'équipe de France et qui travaille avec nous, avec le coach David Bolgashvili, le DTN qui est Jérémy Benstali et les joueurs qui se sont impliqués durant toute la saison. Donc une grosse satisfaction, mais c'est surtout très prometteur pour l'avenir. Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour avoir de telles performances cette saison ? Le travail et encore le travail, un investissement total des joueurs, une disponibilité de plus en plus importante puisqu'on leur propose des entraînements supplémentaires et ils adhèrent à ce projet. C'est vraiment la base de notre réussite. Si on parle des autres équipes, quelles sont les différences par rapport à des fédérations comme la Turquie, la Suisse ou la Roumanie par exemple ? Alors bien évidemment, ce sont des fédérations qui ont énormément de joueurs. Nous, aujourd'hui, on a une vingtaine de joueurs qui peuvent représenter Monaco, puisqu'il faut répondre aux critères d'éligibilité de World Rugby. On a peu de joueurs. La chance que nous avons, c'est qu'on peut les faire travailler durant toute l'année, puisqu'ils sont sur place, ils sont autour de Monaco pour la plupart. Et la différence, elle se fait là. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de joueurs, mais nous, on en a peu qui travaillent sur place et qui travaillent ensemble surtout. L'appétit vient en mangeant. Quels sont les objectifs pour la saison prochaine ? Ouais, c'est vraiment, on peut le dire, on a tous soif de revanche, on a tous envie d'en découdre à nouveau. L'année prochaine, ça sera une année particulière puisque Monaco accueille les Jeux des petits États. On aura notre titre à défendre dans cette compétition. Et par rapport à cette première année où on termine, comme vous l'avez dit, 4e en trophy, on se dit que finalement, c'est justifié que d'être là et pourquoi pas regarder un peu plus haut. Merci beaucoup Thierry Dantès d'avoir été avec nous. Merci Fabien, à très bientôt avec les U18 à Budapest où vous serez avec nous également. On suivra ça de près.
La semaine Philo Monaco s'est terminée hier. La dernière conférence avait pour thème le désir d'aventure. Comment l'aventure exprime-t-elle le désir sous toutes ses formes? C'est la grande question à laquelle ont tenté de répondre les intervenants qu'ont pu rencontrer Théo Schumer et Julien Laugier au Yacht Club de Monaco. Le désir peut s'exprimer sous une multitude de formes. Pour la dernière conférence de la semaine Philo Monaco, c'est du désir d'aventure dont 4 intervenants sont venus parler. Pierre Casiraghi, le philosophe Bruce Begout, la skippeuse Cole Brauer et le psychanalyste Stéphane Habib. Ce dernier s'est servi de son regard sur la psyché humaine pour introduire la conférence. Dans la psychanalyse, l'aventure, c'est l'existence de découvrir quelque chose qu'on n'était pas venu chercher et qui arrive à force de la parole et de l'écoute et qui nous surprend. Et c'est ça une aventure, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas s'attendre. Et l'analyse est toujours une aventure. On ne peut pas prédire si elle sera heureuse ou malheureuse, mais quelque chose y surgit. Nul ne peut parler du désir d'aventure sans parler d'expérience. Et qui de mieux que les navigateurs et aventuriers Pierre Casiraghi, vainqueur de l'Admiral's Cup 2025, avec Cole Brauer, qui est aussi connue pour être la première femme américaine à avoir fait le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. I think that when you have adventure, and there's so many of us that really strive to constantly be, exploring and trying new things. And I think so many people feel like they can't. And what I really like to do is to show people that this desire can also be transformed from me to somebody else. It's the inspiration that I could potentially give to somebody else where they can truly do it themselves. And it's not just watching what I'm doing, but actually giving people the inspiration to do what they want to do. And maybe it's not as crazy as what I do for a living, but maybe it's just getting up so that they can go to that yoga class or waking up to just walking down the pier. And that type of adventure can range from something as small as just walking your dog when you don't feel like it to racing around the planet. C'était les dernières réflexions de cette semaine Philo Monaco qui aura montré au fil des conférences, des rencontres et des discussions que le désir ne suscite pas toujours l'aventure, il est aussi déjà une aventure par nature. Et on se retrouvera très certainement l'année prochaine pour une nouvelle semaine Philo Monaco. Musique, le dernier concert de la saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'est déroulé vendredi soir à l'Opéra Garnier avec un ensemble à mi-chemin entre l'académisme classique et la musique traditionnelle d'Europe de l'Est. Cet ensemble, le Sirba Octet, a proposé une lecture originale du répertoire klezmer, yiddish et tzigane. Reportage de José Sacré, Lionel Bernardi et Bastien Pigeon. Cette idée de créer le Sirba Octet, qui est un ensemble sans frontières, qui est aussi pour moi une déclinaison de tout l'apprentissage que j'ai eu avec Ivry Gitlis, qui a été mon mentor depuis que j'ai l'âge de 11 ans, qui m'a appris la liberté, qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise musique, mais qu'il y avait simplement de la musique qu'on savait exprimer ou qui nous permettait d'exprimer vraiment des choses de la vie, des sentiments. Sur les 8 musiciens, 7 musiciens sont classiques, dont 6 on est dans l'Orchestre de Paris et l'Orchestre national de France. Un pianiste et un cymbalum qui lui est moldave et donc un musicien traditionnel. Souvent, dans les paroles étaient extrêmement tristes, mais avec une musique hyper joyeuse. Et des fois, les paroles étaient extrêmement joyeuses, avec des musiques extrêmement tristes. Donc c'est une musique qui parle, qui va du cœur à l'âme. On passe de la tristesse joyeuse à une nostalgie profonde, à du grand drame absolument exubérant.
Vous voyez, en fait, il n'y a plus de frontières non plus dans les sentiments et où les gens voyagent et c'est une espèce de résilience nécessaire. En bref, ce dimanche a eu lieu à la cathédrale l'ordination diaconale de Paolo Guimarães. Ce jeune homme de 25 ans a grandi à Beausoleil au sein de la paroisse du Saint-Esprit, confiée à la charge pastorale du diocèse de Monaco. Après ses études secondaires au lycée FANB, il est envoyé par Monseigneur Bernard Barcy au séminaire Saint-Luc d'Aix en Provence. Depuis 2023, il poursuit sa préparation au sacerdoce et depuis ce dimanche, il a donc été ordonné diacre. Ce journal est terminé. Je vous rappelle l'info du jour. Marjorie Crovetto vient de se déclarer en live sur Monaco Info, candidate aux élections communales qui se dérouleront en avril prochain. Nous vous en avons parlé dans cette édition. Le corps des sapeurs-pompiers a remis officiellement les casques aux 9 nouveaux militaires qui rejoignent les rangs des pompiers après 4 mois de formation. Ce sont des photos de Stéphane Dana. À suivre la météo d'Alexandra Pani et les experts foot présentés par Christophe Paco et Grégory Campi. On se retrouve mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce mardi 30 juin. Nous aurons une journée toujours très ensoleillée avec des températures atteignant les 32 degrés. Nous vous invitons à la plus grande vigilance en cette période de canicule, en particulier envers les personnes les plus vulnérables. Il est nécessaire de limiter les expositions prolongées à la chaleur, limiter les sorties et éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes. Maintenir son logement au frais en fermant les volets et fenêtres durant la journée. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour et n'oubliez pas de prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Ce mardi, nous fêterons les Martiales et le 30 juin est également la journée internationale des astéroïdes, créée dans le but de sensibiliser le grand public à leur danger. Je vous souhaite une bonne soirée sur Monaco Info.